Je commence mes vidéos par « Bonjour à tous ». Mais je me suis rendu compte que c'était pas terrible en fait. C'est une formule assez patriarcale qui laisse à supposer que le fait que le masculin l'emporte toujours en cas de mixité, c'est juste normal. Alors qu'en fait, c'est pas ok. Du coup, je pourrais dire « Bonjour à toutes et tous ». Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait des personnes intersexes et non-binaires? Ça laisse pas la place à la neutralité de genre, donc c'est pas ok non plus. Évidemment, il y a la formule « Bonjour à tous » en langage inclusif. Et même si elle a le grand mérite d'exister, je la trouve peu mélodieuse à l'oreille. Et pour moi, les mots ont une grande importance. J'utilise jamais les mots que je trouve moches. Et il y en a beaucoup. J'ai un rapport très affectif avec le langage. Et utiliser des mots qui me plaisent pas, aussi égalitariste et militant soit-il, ça rentre en collision avec ma sensibilité personnelle et je m'estime trop pour me faire cet affront à moi-même. Du coup, aujourd'hui, je vais débuter cette vidéo en vous disant « Bonjour à vous les humains, je m'appelle Loïs et aujourd'hui on va parler égalité des sexes ». Ok, si un jour des extraterrestres regardent cette vidéo, ils vont sûrement me trouver discriminante. Mais il sera toujours temps de changer ma phrase d'accroche à ce moment-là. Pourquoi parler de sexisme ? Certainement parce que de toutes les formes de discrimination qui existent, et elles sont nombreuses puisqu'elles concernent toutes les personnes qui ne sont pas des hommes cisgenres, blancs, hétéros, catholiques et riches, donc l'immense majorité des êtres humains de la planète en fait. Donc de toutes les formes de discrimination qui existent, disais-je, c'est certainement la plus débile puisqu'elle concerne à elle seule la moitié de l'humanité. C'est-à-dire qu'elle ne peut même pas se cacher derrière la fausse excuse de la minorité. Ayant grandi en France, dans un village de la campagne normande, j'ai appris que le racisme, même si c'était mal, avait une forme de logique dans la tête de ceux qui l'exerçaient. Il y avait moins de personnes non blanches que de personnes blanches là où je vivais. Donc les personnes racistes étaient des personnes qui rejetaient ce qu'elles ne connaissaient pas. En tout cas, c'était la réponse qu'on me faisait quand je demandais pourquoi aucune fille de ma classe, à part moi, n'acceptait de danser avec le seul garçon noir de l'école le jour du spectacle de fin d'année. Dans le cas du sexisme, aucune explication ne peut être avancée, même aussi débile que celle de la minorité, qui, soyons clairs, ne justifie en rien le rejet exercé sur d'autres êtres humains. Le sexisme n'a tout simplement aucune justification, même fallacieuse. On exclut par principe la moitié de la population et ça a l'air d'être ok pour tout le monde, y compris pour beaucoup de femmes. On est quand même là face à la seule discrimination à ma connaissance défendue par les personnes qui la subissent. C'est comme si une personne racisée disait que c'est ok qu'elle soit exclue à cause de son patrimoine génétique. Ça n'arrive jamais. Toutes les personnes qui sont la cible de discrimination en souffrent et voudraient abolir ce rejet qu'elles subissent. Sauf une grande partie des femmes qui sont les premières à rejeter le féminisme et à accepter de jouer le jeu du sexisme et du machisme en se battant les unes les autres pour obtenir le regard de l'homme. C'est là la plus grande réussite du sexisme, félicitons-le. Et c'est à ma connaissance la seule discrimination qui a réussi ce tour de force d'être encore plus défendue par ses victimes que par ses agresseurs. L'infériorité de la femme est tellement partout dans la société qu'elle en devient invisible. Elle est intériorisée par chacun, hommes et femmes, garçons et filles, dès le plus jeune âge. Certains principes sont acquis tellement tôt dans l'apprentissage de l'enfant qu'on ne peut les remettre en cause qu'avec un effort intellectuel intense à l'âge adulte. Ils sont un fondement sur lequel est basé tout un tas d'autres apprentissages. Ils sont la base de la pyramide. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on détruit les fondations d'une pyramide ? Tout s'effondre. Et cet effondrement est perçu comme un danger. Donc toute idée susceptible de saper nos fondations va être rejetée par principe afin de préserver notre sécurité intellectuelle. C'est notamment ce qui explique que les femmes sont les premières à maintenir bien fermement le plafond de verre qui les empêche de devenir des citoyens de premier ordre. Accepter que la société les maltraite depuis leur naissance génère bien trop de souffrance et de remise en question. Cependant, de nombreuses solutions existent pour abolir cette domination masculine et cette idée fausse selon laquelle l'homme blanc hétéro serait la norme de cette société, une version neutre de l'humain, et que toutes les autres versions n'en seraient que des déclinaisons moins abouties. Établissons les choses tout de suite. Il n'y a aucune version neutre de l'humain. Il y a juste une petite minorité d'humains qu'on favorise artificiellement au détriment de l'immense majorité. C'est un parti pris sur lequel on peut revenir très facilement. Il suffit juste de le décider collectivement. Il y a donc deux bonnes nouvelles. La première, c'est que les êtres humains discriminés sont beaucoup plus nombreux que les êtres humains favorisés. Donc le jour où on aura décidé de réagir,
il nous sera très facile de rendre le monde égalitaire de par la force du nombre. Il faut juste qu'on se réveille. La deuxième, c'est que la majorité des hommes cisgenres blancs hétéros sont de très belles personnes, qui n'ont pas envie de dominer les autres, et qui pour beaucoup n'ont pas conscience de leurs privilèges, et qui, si c'était le cas, seraient ravis de les céder pour un monde plus égalitaire. La plupart d'entre eux sont nos alliés. Donc la portion de personnes qui cherchent à maintenir le monde tel qu'il est ridiculeusement faible. Ils ne réussissent à maintenir cet ordre du monde que parce que nous les laissons faire. Et nous les laissons faire parce que nous croyons que nous n'y pouvons rien, ce qui est faux. Comme je le disais, de nombreuses solutions existent pour rétablir l'équilibre entre hommes et femmes et abolir le sexisme. Et parmi elles, on entend parfois cet argument. Si les mères élevaient leurs filles comme leurs fils, la société deviendrait égalitaire en seulement 1 ou 2 générations. Et c'est cette question qu'on va étudier de près aujourd'hui. Cet argument, je l'ai moi-même utilisé, notamment parce que j'ai subi une éducation beaucoup trop genrée et particulièrement inégalitaire comparativement à mon frère. Mais à bien y réfléchir, j'ai pris conscience que les choses étaient loin d'être aussi simplistes. C'est pourquoi j'aimerais qu'on y réfléchisse ensemble aujourd'hui. D'abord, pourquoi dit-on cela? Au premier abord, ça paraît pas idiot. On peut se dire qu'effectivement, si une mère éduque différemment son fils et sa fille, elle renforce potentiellement le sexisme de la société en l'appliquant au sein de son propre foyer. Elle inculque à l'un de ses enfants qu'il est supérieur à l'autre. Et chacun de ces enfants risque donc d'éduquer leurs propres enfants de la même façon. Et c'est comme ça que se perpétuent ces aberrations de génération en génération. Mais aussi logique que ça puisse paraître au premier abord, il y a de nombreux biais dans cette vision des choses. Premièrement, cet argument fait reposer le poids entier de la domination masculine sur les mères. Donc précisément sur les personnes qui sont discriminées, infériorisées, réduites au silence. Est-ce juste? Je vous donne un indice. La réponse c'est pas du tout. C'est comme accuser les Africains de leur propre mise en esclavage. C'est comme accuser les natifs américains de leur propre génocide. C'est comme accuser les Juifs de l'Holocauste. Bizarrement, dit comme ça, on prend conscience que faire porter le poids d'une discrimination sur ceux qui en sont victimes, c'est profondément injuste. Pourquoi c'est pas aussi clair quand ce sont les femmes qui en sont victimes? Donc on pourrait considérer que cet argument serait plus juste si on le formulait ainsi. Si les parents élevaient leurs filles comme leurs fils, la société deviendrait plus égalitaire en seulement 1 ou 2 générations. Pourquoi exclure les pères de l'équation? Parce que ce sont les mères qui sont responsables de l'éducation? Sexisme! Et ce sont les mêmes qui nous diront que la PMA ne doit pas être autorisée pour les femmes seules et les lesbiennes parce que la famille doit contenir un père. Et pourtant, il est d'emblée exclu lorsqu'on parle d'éducation des enfants. Cherchez l'erreur. Et donc, en remplaçant mère par parent, est-ce que cet argument devient OK? Pas si sûr. Pour 2 raisons. La première, c'est que le sexisme est tellement profondément ancré dans nos sociétés que même avec un souhait très fort des parents de proposer une éducation égalitariste à leurs enfants, le message du masculin plus fort que le féminin est partout. À commencer par notre propre langage et ses règles de grammaire aberrantes. Mais aussi dans les livres pour enfants, les dessins animés, les catalogues de jouets, les vêtements. Mais aussi et surtout dans nos comportements inconscients en tant qu'hommes et femmes. Dans la façon dont nous nous tenons physiquement, dont nous marchons dans la rue, dont nous prenons la parole, ou pas, les uns vis-à-vis des autres. Donc il faudrait que les parents aient fait un énorme travail de déconstruction intérieure pour appliquer déjà cette égalité genrée à eux-mêmes. Car les enfants apprennent plus de ce que l'on est que de ce qu'on leur dit. Et je ne suis pas sûre que beaucoup d'humains sur Terre aient réussi à déconstruire intérieurement à ce point les stéréotypes de genre. Et je précise que c'est vrai, quel que soit le modèle familial, avec des parents cisgenres ou transgenres, des familles mixtes, homoparentales ou monoparentales. Donc, une éducation intentionnellement identique pour garçons et filles au sein de la famille ne résoudrait rien si, à côté de ça, les enfants perçoivent distinctement une différence de stature entre hommes et femmes, malgré les discours qui leur sont tenus. On transmet malgré nous ce qui nous a été inculqué de force par la société. D'autant plus si on n'en a pas conscience nous-mêmes. Petit exemple, au cas où vous ne souscririez pas à ce point de vue. Pourquoi on dit liberté, égalité, fraternité? On pourrait aussi bien dire liberté, égalité, sororité? Non? Ça vous choque si on remplace la suprématie du mâle par la suprématie de la femelle? Ok, bah alors, liberté, égalité, solidarité? On a un mot neutre pour une fois, alors pourquoi ne pas l'utiliser au lieu d'utiliser son équivalent masculin? Et puis c'est quoi cette histoire de déclaration des droits de l'homme? Ils sont où les droits de la femme? Arrêtons d'utiliser le mot homme pour désigner les êtres humains. Il y a un mot pour désigner le genre humain. Et, je vous le donne en 1000, c'est humain. Les hommes, ça n'est pas l'espèce humaine.
L'espèce humaine, c'est les hommes, les femmes, trans et cis, les personnes intersexes et les personnes non binaires. C'est ça, l'espèce humaine. Mais revenons à notre proposition de remplacer mère par parent dans notre question initiale. Il y a un autre argument qu'on pourrait opposer à cette idée que l'éducation parentale pourrait contrer en une ou deux générations le sexisme de la société. Ça sous-entendrait que la famille est le seul déterminant quand il s'agit d'inculquer les notions d'égalité des sexes et d'éducation identique pour tous les enfants, quelle que soit leur assignation de naissance. Dans ce cas, pourquoi les enfants vont-ils à l'école dès 2 ans et demi ou 3 ans? Pourquoi le congé maternité est-il si court et le congé parental aussi peu rémunéré? Précisément pour socialiser le plus vite possible les enfants en dehors du cocon familial, en obligeant les parents à les mettre en crèche dès 3 mois, ou en réservant le congé parental à des familles où l'un des deux parents, souvent le père, non sans déconner, gagne un salaire suffisant pour que l'autre puisse arrêter de travailler. L'explication officielle, c'est que ça permet de réduire l'inégalité des chances, induite par les différences d'accès à la culture au sein de la famille. Tous les enfants sont réunis très tôt au sein de la collectivité, donc bénéficient des mêmes chances de réussite. Sauf qu'on sait très bien que c'est faux. Les sociologues ayant prouvé maintes fois que le déterminisme social n'a pas bougé malgré l'instruction obligatoire. La mobilité sociale restant majoritairement un mythe, orchestré par les élites pour nous faire croire à la méritocratie. L'influence des parents est donc particulièrement réduite sur l'éducation de l'enfant, afin qu'il soit au plus vite inscrit dans une norme commune. En l'occurrence, celle selon laquelle les garçons et les filles, c'est très différent. Donc l'argument selon lequel le modèle familial est le seul référent de l'enfant pour ce qui est de l'égalité des sexes est forcément faux. L'enfant évolue dans une société qui a un message genré très fort. Et le message des parents, même s'il va à l'encontre, n'a que peu de poids. Les enfants passant quotidiennement plus de temps éveillés à l'école qu'en famille. Bien sûr, je ne compte pas le moment où ils dorment. Mais admettons qu'à ce stade, vous ne soyez pas convaincu par l'idée que la société elle-même est sexiste dans ses fondements. Imaginez un instant un monde où il n'existerait que 2 espèces animales, les singes et les poissons. Ils sont tout aussi nombreux les uns que les autres. Dans ce monde, on considère qu'un citoyen, pour être respectable, doit savoir grimper aux arbres et éplucher des bananes. D'ailleurs, les chefs d'État sont élus parmi les meilleurs grimpeurs, et le palais présidentiel lui-même est juché en haut d'un arbre. Les mondes aquatiques, quant à eux, sont considérés comme des zones dangereuses, où l'insécurité règne et où le niveau scolaire est très bas. Ceux qui y vivent sont en moyenne bien moins diplômés et occupent de ce fait des emplois bien moins rémunérés. La pauvreté y règne. Lorsqu'un poisson souhaite devenir chef d'État, on lui demande donc de prouver sa capacité à grimper aux arbres et à respirer de l'oxygène. Car s'il n'y parvient pas, il ne pourra de toute façon pas accéder au palais présidentiel. Et lorsque les poissons manifestent, en disant que le monde est conçu exclusivement pour les singes et qu'ils subissent de ce fait une discrimination, on leur rétorque que c'est faux et que c'est uniquement au mérite que sont élus les chefs d'État. Le meilleur grimpeur, c'est la compétence qui prime et non l'espèce animale. Ça vous paraît absurde comme comparaison? C'est pourtant bien ce qui se passe dans notre société. Les critères sont basés sur un étalon masculin, qui permet d'évincer les femmes en leur disant qu'elles n'ont juste pas la compétence. Sauf que cette compétence, c'est précisément celle qu'on a refusé de leur inculquer depuis leur naissance, sous prétexte qu'elles sont dotées d'un vagin et pas d'un pénis. Donc soyons clairs, quand je dis étalon masculin, je n'évoque en rien quelque chose qui serait naturellement présent chez les humains dotés d'un pénis à la naissance. Je parle d'un code social qui choisit d'inculquer à ces mêmes humains certaines caractéristiques qui seront ensuite choisies comme seuls déterminants pour accéder au pouvoir. Par exemple, une capacité d'analyse froide des choses, sans faire intervenir les émotions dans l'équation. Bah oui, les petits garçons ça pleure pas, tout le monde le sait. Quant aux humains dotés d'un vagin, on leur inculque d'autres enseignements, qui eux seront considérés comme les caractéristiques des êtres inférieurs et dominés, comme par exemple le fait d'exprimer ses émotions et d'écouter son intuition. Tout le monde serait choqué d'avoir un président de la République qui prenne des décisions pour l'État en se basant sur ses émotions et ses intuitions, non? Ça paraîtrait irrationnel. On attend de lui qu'il agisse avec la tête froide et des analyses chiffrées en tête. Il est ensuite très facile de dire que les femmes n'ont pas la compétence. On leur a enseigné qu'elles n'avaient pas le droit de l'avoir. Donc les seules femmes qui se hissent aux plus hautes marges du pouvoir sont celles qui ont refusé de se laisser inculquer qu'elles n'avaient pas le droit. Et elles deviennent alors la caution des hommes pour prouver que rien n'interdit aux femmes de diriger. C'est juste qu'elles sont statistiquement moins nombreuses à en être capables. Cela prouve leur infériorité. Revenons donc à notre question initiale. Est-ce que si les parents éduquaient leurs filles et leurs fils de la même manière, cela suffirait à rétablir l'égalité des sexes en seulement 1 ou 2 générations? Nous l'avons vu, la société nourrit à tous les niveaux un message sexiste. Donc l'influence des parents, aussi importante soit-elle, ne suffirait pas en si peu de temps. Pourtant, les parents doivent éduquer tous leurs enfants de la même manière. C'est indéniable, mais ça ne suffit pas. Donc elle est où la solution? Eh bien dans le fait de modifier complètement notre rapport au genre.
Tant qu'on pensera que certains comportements ou centres d'intérêt sont masculins et d'autres féminins, cela justifiera une hiérarchie entre les deux. Voir le monde avec ce regard binaire est la source de cette discrimination. Le genre est un continuum, de même que le sexe biologique. Il n'y a pas juste les pénis et les vagins. Il y a tout un panel de possibilités intermédiaires. Et les enfants qui naissent avec des organes qui ne rentrent pas dans cette binarité biologique fantasmée sont mutilés à la naissance juste pour nous faire croire que ça n'est pas normal. Tout cela est une construction sociale qui peut être déconstruite si on le souhaite. Tout est possible, tous les intermédiaires. Et le sexe biologique ne sert qu'à se reproduire. Pourquoi en faire un tel fondement de la société ? Nous sommes humains avant d'être humains dotés de tel ou tel organe génital. Et pourquoi nous faire croire qu'être doté d'un pénis engendre forcément un attrait pour les voitures ? Et qu'être doté d'un vagin engendre forcément un attrait pour la couture. Tout ça est parfaitement absurde. Donc pour obtenir l'égalité des sexes, il faut abolir la notion de binarité de genre. En tout cas, c'est ma réponse à moi à cette problématique. Si vous n'en êtes pas d'accord, vous êtes bien sûr libre de vous en exprimer en commentaire. Je ne les supprimerai pas, sauf bien sûr s'ils sont insultants. Je ne prétends pas détenir la vérité, mais uniquement exprimer ma vérité du moment, qui n'est bien sûr pas gravée dans le marbre pour toujours et est susceptible de changer. Et le débat est toujours enrichissant. Je ferai certainement une autre vidéo sur la notion de non-binarité, cette vidéo-ci étant déjà très fournie. Merci à vous pour votre attention et prenez soin de vous.